Bonjour à tous et à toutes. Alors, je voulais partager maintenant cette vidéo pour vous expliquer comment l'écopsychologie a résonné à l'intérieur de moi et comment elle a œuvré également à ma transformation. Donc, j'avais fait une première vidéo pour expliquer ce qu'est l'écopsychologie de manière large. Et là, maintenant, on va rentrer au cœur du sujet, de ce qui me passionne dans l'écopsychologie. Mais avant toute chose, je vais expliquer comment l'écopsychologie est venue à moi. Elle est venue comme un point de bascule très fortement suite à un moment particulier, il y a 3 ans et demi, lors d'une soirée avec mon frère, qui a été décisif pour moi puisque il a, pendant toute cette soirée, jusqu'au lendemain matin, pris le temps de m'expliquer le fruit de ses recherches par rapport à la réalité que nous vivons tous sur le plan collectif, humain, vivant, à savoir le bouleversement climatique, l'anthropocène, l'effondrement des écosystèmes et la perte du vivant que nous engendrons depuis des années et toutes les conséquences que cela a et va avoir. Donc, je vous ai fait ce petit jeu de loi parce que finalement, c'est alors pas tous les livres, mais en tout cas une partie des livres par lesquels j'ai cheminé suite à cette conversation qui a été un point de bascule. Et tous ces livres, tous ces auteurs, tout leur travail m'ont vraiment aidé à voir la réalité telle qu'elle se présente à nous en ce moment, sur le plan à la fois individuel et collectif, à savoir devoir accompagner et vivre une vraie transition intérieure. Donc, j'ai présenté sous forme de jeu de loi parce que pour moi, ça symbolise encore une nouvelle transformation que j'ai vécue et qui m'a amené à prendre la pilule rouge, celle de sortir du déni collectif et individuel de ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Et au détour d'un livre de Pablo Servigne, Une autre fin du monde est possible, s'est présenté ce mot écopsychologie. Et là, ça a été comme 3 runes qui se sont alignées à l'intérieur de moi, au cœur même de mon éco-anxiété. Et du coup, comme je suis une ex-chercheuse, je sais chercher et j'ai été à fond. Et j'ai regardé ce que c'était et j'ai aussi expérimenté pour vivre cette transformation avec l'écopsychologie. Donc est venue cette rune éco, oikos, la maison, l'habitat, le patrimoine, éco, que je connaissais déjà de par ma formation de psychologue, psyché, le souffle, et le logos, la parole, le discours, la raison, la relation. Et finalement, ça a été pour moi une sorte de soulagement, de révélation, de pouvoir me rendre compte que ça y est, je pouvais mettre à disposition tout ce que j'avais fait ou j'avais eu, mais que la psychologie moderne, étriquée dans peut-être ses paradigmes, ne m'autorisait pas non plus à vivre, à faire vivre et à expérimenter. Et dans l'écopsychologie, avec ce qu'elle a dans sa fondation, m'autorisait et me permettait d'enfin me transformer et d'ajuster mes valeurs profondément avec le respect du vivant et avec le soin à apporter au vivant. Du coup, pour redonner cette définition de l'écopsychologie que j'avais déjà développée dans une première vidéo, l'écopsychologie, en fait, c'est un champ transdisciplinaire qui souhaite explorer, comprendre et prendre soin des interrelations profondes entre les différentes dimensions humaines, intellectuelles, émotionnelles, corporelles, spirituelles, avec celle du vivant, de la nature et de l'inorganique. L'écopsychologie, en fait, dans son histoire, elle prend racine aux États-Unis, avec notamment Rosnack, qui en 92 a posé dans son livre Les Voies de la Terre ce mot écopsychologie, qui effectivement a un champ exploratoire extrêmement large. Du coup, l'écopsychologie, selon nos sensibilités, selon notre parcours, notre histoire, notre expérience de vie, là où on en est dans notre transformation intérieure, on va être amené à privilégier des ramifications de l'écopsychologie. Certains vont plus aller vers de l'écologie profonde, qui est un courant philosophique posé par Arnaes. D'autres vont aller plus vers l'éducation à la nature. D'autres vont encore aller vers l'écoformation, par exemple, de Cotero, ou des écopratiques, telles que le TQR de Macy. Mais dans tout ça, ce qui, moi, m'a paru extrêmement riche dans l'écopsychologie, c'est ce que je nomme la roue médecine de l'écopsychologie. C'est-à-dire que chacune peut composer sa roue médecine de l'écopsychologie pour prendre soin de soi, du vivant, et prendre soin de la terre, prendre soin aussi de ses transitions et accompagner les gens, l'humain, mais aussi le vivant, à la transition.
Et c'est en fait clairement un des objectifs que l'on propose dans notre formation d'éco-psychologie avec Johan Svejskar par le biais de la FECOP, l'association francophone d'éco-psychologie. Mais ici, je ne vais pas vous proposer d'envisager toutes les composantes de la roue médecine de l'éco-psychologie, même si c'est hyper passionnant, mais je vous propose juste de partager en fait ce qui moi m'a animé ici et maintenant dans et par l'éco-psychologie. En fait, dans l'éco-psychologie, moi, il y a 2 postulats qui m'ont vraiment touchée. Le premier, c'est celui de poser le fait que il y a un lien de réciprocité entre, d'un côté, les souffrances et l'expression des souffrances planétaires et l'expression des souffrances humaines. Autrement dit, les mots des humains renvoient les mots qu'il y a sur cette planète. Et de l'autre, eh bien, le fait qu'en prenant soin de soi et en régénérant les liens fondamentaux à l'intérieur de nous-mêmes et avec le vivant en soi, on va pouvoir changer nos comportements et prendre soin, en fait, du vivant, de la terre et des relations que l'on entretient avec elle. Concrètement, moi, je suis spécialiste du burn-out et je le vois, cette souffrance, cette maladie qu'est le burn-out est un effet miroir magnifique du burn-out que la Terre vit. Je suis en train de terminer un livre là-dessus justement parce que c'est incroyable de voir tous les parallèles qu'il peut y avoir et surtout comment quand l'être humain se laisse transformer par le burn-out, il retrouve une relation complètement différente au vivant avec les autres, avec les humains et avec les autres qu'humains. Donc ça, c'est ce premier postulat qui m'a vraiment touchée. Et le deuxième, c'est que l'éco-psychologie œuvre à transformer les paradigmes sociaux et culturels qui contribuent à la destruction des écosystèmes et au déracinement de l'humain avec le vivant et la nature. Et ça, c'est mon deuxième cheval de bataille puisque dans tout le long de mon parcours, mon fil conducteur, ça a vraiment été le changement. Et du coup, ça a imprégné à la fois ma spiritualité, le changement, je l'ai travaillé dans la psychologie du développement, les neurosciences, le chamanisme, la psychologie des profondeurs de Jung, dans tout mon aspect d'accompagnement thérapeutique, avec ma spécialité de burn-out, avec ma spécialisation aussi avec les personnes hypersensibles et HPI. On le voit dans la souffrance que ça génère, en fait, de voir que on fait mal au vivant, quand même on éteint le vivant. Les personnes qui ont une hyper-empathie, une hypersensibilité ne peuvent pas être dans le déni face à cette réalité. Mes expériences internes de petites morts et de changements et cette reliance profonde que j'ai au vivant. Voilà, tout ça finalement est venu comme s'aligner avec ces 3 runes éco, psycho, logie. Et contribue à ce que je pose dans ce travail. Donc ce premier postulat qui va poser l'existence d'une relation intime et profonde entre notre maison intérieure et notre maison extérieure, avec des liens de relations d'interdépendance, des liens de relations constants. On retourne dans un temps cyclique, un temps qui est celui de la nature, qui est celui du vivant, et avec un tissage complexe et subtil, c'est-à-dire que à partir du moment où on se relie à l'intérieur de soi, on se rend compte qu'on est un être complexe, qu'on est un être multiple dans lequel on doit composer avec notre sensibilité, avec nos émotions, avec nos pensées, avec notre histoire, avec nos souffrances, avec nos joies, avec nos valeurs, avec du sens, avec notre âme. Bref, tout ça se tisse de manière complexe. Et c'est important de réapprendre également à penser cette complexité. Et en fait, il y a cette phrase de Mohamed Taleb que j'ai rencontrée dans un article « Oser les indisciplines de l'intuition ». C'est vraiment ça, c'est que dans l'éco-psychologie, on ne reste pas dans sa tête, on va travailler sur le plan corporel, le plan relationnel, le plan émotionnel, le plan sensationnel. Et en fait, cette phrase, elle est magique. Il pose qu'il existe une relation intime profonde entre, d'une part, certains nombres de pathologies humaines et blessures anthropologiques, et d'autre part, l'état de la santé de la planète. Mais également, l'intuition inverse qui est que il y a une relation intime et profonde entre ce processus de guérison des blessures anthropologiques et le processus de guérison des blessures écologiques. Et c'est là où tout mon travail, en fait, de psychologue n'est pas
que de psychologues, d'éco-psychologues avec des pratiques différentes résident. C'est d'aller travailler cette guérison profonde parce que le constat de la maison extérieure, on l'a posé tout à l'heure avec l'effondrement de la biodiversité, la crise économique, des inégalités sociales et la justice sociale aussi que l'on vit. Mais les constats du désagrément qu'il y a dans nos maisons intérieures, il est multiple à l'heure actuelle. C'est qu'on a une profonde perte du lien, de la relation à la différence, à l'altérité, la relation aux autres qu'humains, des difficultés de communication, de lien affectif, cet hyper-jugement, cette malveillance qu'il peut y avoir. On a une vraie crise de la narcissisation qui est là dans nos sociétés. On a un déni complet du corps et un effondrement psychique avec des troubles anxio-dépressifs qui est quand même le trouble le plus important dans notre société occidentale. Et ce déni du corps, je le constate tous les jours dans mon travail et on va le voir juste après, il est en lien avec un paradigme fort, je pense donc je suis, qui empêche d'entretenir une relation intime, vivante, joyeuse, aimante avec le vivant qui est notre corps et avec le vivant qu'il y a autour de nous, qui est dans la nature. On a aussi des problèmes de réification de soi qui tient lieu aussi d'un paradigme qu'on va voir juste après. La réification, c'est le fait de rendre le vivant à l'état d'une chose sur lequel on va exercer de la domination et sur lequel également on va pouvoir exercer un lien de marchandise. Or, on pose cet état d'être avec soi-même. Comment je me fais réifier? Comment j'accepte d'être objet de désir? Comment j'accepte d'être objet qui s'utilise à quelque chose? Quel type de relation j'entretiens avec les autres? Est-ce que je réifie aussi les autres? Et comment je peux réinstaurer de l'estime de moi, de l'amour de moi, mais aussi une compréhension et un lien vivant. À travers cette réification, on va retrouver aussi tout l'écoféminisme qui décrit en fait cette société patriarcale sur laquelle en fait exerce une domination sur le féminin. Mais on le voit aussi sur la marchandise que l'on peut avoir d'autres êtres humains, que ce soit des enfants, bref, avec les violences sexuelles qui sont faites. Il y a plein de phénomènes de réification dans notre société qui nécessitent d'être travaillé en profondeur, mais d'abord on va le travailler en soi, parce que qu'on le veuille ou non, malheureusement, c'est un phénomène que l'on a vécu et qui a peut-être généré des souffrances et des mécanismes de défense. On a une crise de la sensibilité et de l'empathie qui a été bien posée par Baptiste Morisot, à savoir que parce qu'on se coupe de notre empathie et de notre sensibilité, on ne peut pas être en lien avec les souffrances de la Terre. En fait, on les intellectualise, on les banalise, mais on les laisse pas décanter sur le pôle de la sensibilité et des émotions. Or, c'est aussi une manière de se relier à d'autres manières de communiquer, à d'autres manières d'être vivant et à appréhender le fait que sur cette terre, il n'y a pas qu'une manière humaine d'être vivant. Mais pour moi, je vais plus loin, je pense qu'il y a aussi une crise de la réflexion, c'est-à-dire que on ne sait plus penser complexe, comme le pose Edgar Morin, et qu'il y a un vrai travail à repenser la complexité. Et puis, on voit aussi les phénomènes d'éco-anxiété chez les jeunes, mais pas que, enfin, je veux dire, chez aussi les plus âgés qui se réveillent, avec derrière une perte de sens, une perte d'identité finalement à ce que la société propose comme modèle à l'heure actuelle. Et puis voilà aussi ce phénomène de surconsommation de la pensée, de surconsommation aussi à l'extérieur. Bref, tous ces constats internes sont alarmants et nécessitent d'être transformés, d'être travaillés en profondeur. Et c'est là où du coup l'éco-psychologie va apporter tout son savoir et son savoir-être avec, comme j'expliquais, une roue médecine, c'est-à-dire que chacun va la composer avec ce qui résonne en soi. Moi, personnellement, ma roue médecine de l'éco-psychologie va être composée d'un travail peut-être en groupe avec le TQR, mais plus autour du récit, comment on va aller transformer nos croyances, mais aussi avec des colorations de la psychologie des profondeurs, avec Jung, avec peut-être le chamanisme, avec aussi la pensée, la sagesse, mais les rites de passage et les pratiques qui sont faites par les peuples ancestraux. Ouais, il va y avoir tout ce travail dans la roue médecine pour accompagner l'humain à transformer à l'intérieur de lui son propre rapport à la vie. Et du coup, son rapport à l'extérieur, son rapport à la Terre avec les autres êtres vivants. Donc du coup, l'éco-psychologie, ça va permettre de reconnaître les souffrances, les destructions, les effondrements, les fameux collapses, des disparitions d'espèces d'un côté, mais aussi ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et de l'autre, les compétences, les ressources, les connaissances que l'humain a
pour pouvoir peut-être transformer cela et agir à nouveau, redonner du sens à sa vie. Elle va aussi redévelopper les compétences du care, du prendre soin, de la responsabilisation. Elle va réapprendre à penser complexe, comme j'expliquais. Mais aussi, et c'est ça moi qui m'anime dans l'écopsychologie, c'est qu'elle va venir réensauvager, reconnecter, régénérer en nous ce que nous avons perdu, à savoir notre lien à ce qui est vivant, notre lien à la nature, notre lien à la vie, notre lien à ce qui va donner du sens là, ici et maintenant, dans notre respiration, dans notre fait de bouger, dans notre communication, dans notre reliance aux autres. C'est aussi, dans l'écopsychologie, ce qui m'a touchée, c'est rouvrir son cœur à la simplicité de l'instant, de l'humilité, puisqu'on réapprend à faire alliance avec la vie, aux sagesses du vivant oublié, à la beauté, à l'amour aussi de nos relations, avec les humains, mais aussi les autres qu'humains. Et c'est engendrer un processus de guérison et de transformation individuelle et également collective. Voilà ce qui m'a touchée dans ce premier paradigme. Et comme je vous l'expliquais, pour cela, eh bien, on va composer sa roue médecine avec plein d'éco-pratiques, plein d'éco-thérapies. Et l'éco-psychologie est ouverte à tous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réservée à des psychologues ou à des thérapeutes. Nous, on accompagne, et moi je le vois dans la formation que l'on va donner, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui sont en crise de sens, des gens qui ont besoin de prendre soin du vivant et qui du coup vont acquérir bien des compétences, des pratiques, des thérapies, des outils pour pouvoir s'accompagner déjà soi-même à se transformer et pour mieux accompagner les autres dans leur transformation. Et je vous propose cette phrase de Catherine Thomas que j'aime beaucoup, c'est qu'un changement de conscience ne peut guère se produire si nous ne faisons fonctionner que notre intellect. L'écopsychologie se présente donc essentiellement comme un ensemble de pratiques qui impliquent l'être tout entier et qui vise à transformer l'homme-femme en profondeur. C'est ça qui me fait vibrer dans l'écopsychologie. Et la deuxième chose, et ça c'est mon dada, c'est aller transformer les paradigmes de fond. C'est-à-dire qu'on est tous, en tout cas moi c'est le cas, vraiment l'enfant de ce terreau de notre société sur le plan éducatif, sur le plan des paradigmes, où on a hérité de paradigmes forts qui ont des conséquences sur notre rapport au monde et notre rapport au vivant. Le premier, le paradigme de réification, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de créer une relation sur du vivant, on va le rendre en tant qu'objet. D'ailleurs, on le voit en science, c'est un objet d'étude, l'humain devient un objet d'étude et pas un sujet. Et donc, il y a vraiment tout un basculement de paradigme à faire, tant sur le plan de la pensée, de la recherche, mais aussi de notre manière d'être en relation avec les autres. Il y a le paradigme mécaniste et réductionniste de Descartes, c'est-à-dire le fait de pouvoir considérer ce corps comme une machine, finalement, que l'on peut presque maltraiter, qui nous sert à quelque chose, et le fameux « je pense donc je suis ». Et ça, moi, je le vois tout le temps, et je remercie tous mes patients à haut potentiel intellectuel et hypersensibles que j'ai eus, puisque ils m'ont vraiment montré à quel point ce paradigme, moi-même, je l'ai vécu aussi d'ailleurs, quand on reste bloqué dans le monde des concepts, dans le monde des idées, on en oublie qu'on est aussi un être complexe relié avec la sensibilité, des émotions, relié au vivant. Et du coup, ça crée des dissociations et des clivages forts qui génèrent de la souffrance, qui génèrent de l'angoisse. Voilà, et ces paradigmes sont vraiment au cœur de la souffrance de l'humain en ce moment dans nos sociétés. Le paradigme de clivage entre l'homme-femme d'un côté social et la nature, le sauvage, l'animal de l'autre, ce clivage fort qui est aussi engrammé dans nos sociétés à l'heure actuelle, et on le voit avec cette crise sanitaire qui est venue exacerber les clivages qui existent à plein de niveaux, en fait, nécessite d'être transformé pour pouvoir créer une alliance, pour pouvoir créer une troisième voie, et non pas, encore une fois, du rejet. Le paradigme de la temporalité linéaire, c'est-à-dire que le fait de se réinscrire dans une temporalité où on est déraciné de la temporalité du vivant, c'est-à-dire une temporalité cyclique, on voit à quel point elle engendre des stress, de la surcharge mentale, et finalement à quel point on nous déracine de ce qui est bon pour nous, du prendre soin de son corps, du prendre soin de nos relations, du prendre soin de respirer, de vivre, d'être là, de donner du sens.
Et enfin, le paradigme de consommation des ressources illimitées et inépuisables, ce fameux paradigme là, issu de l'économie du 19e siècle, qui consiste à croire qu'on peut puiser les ressources sans aucun souci et qu'elles sont là, inépuisables. Et on fait exactement la même chose avec notre corps. Et ça, je le vois dans le cas du burn-out. C'est-à-dire qu'on croit que les ressources d'énergie de notre corps seront toujours disponibles et en illimité. Or, le burn-out, c'est bien justement ça, c'est le corps qui reprend les cartes du réseau d'énergie en main et qui dit mais pas du tout. En fait, tu as malmené ce qui se passe à l'intérieur de nous, tu consommes très mal cette énergie, il va falloir réapprendre à respecter le fait que quand on prélève des ressources, on prélève 20% et on laisse 80%. Parce que c'est ce qui va permettre le cycle de régénération. Et on s'est coupé de cette sagesse. Donc c'est réinjecter tous ces paradigmes à l'intérieur de nous. Et pour moi, ce qui est essentiel dans l'éco-psychologie, c'est qu'il ne s'agit pas encore une fois de rejeter, on va dire, les paradigmes de notre société. Il ne s'agit pas de rejeter ce que l'on est ou ce que l'on a été. Il s'agit d'apprendre à la transformer. Il s'agit d'apprendre à l'intégrer avec humilité, avec sagesse, pour pouvoir créer une troisième voie et pour pouvoir mieux accompagner aussi les personnes qui sont en transition ou les personnes qui, du coup, n'ont pas encore conscience de ce qui se passe à l'heure actuelle. Pour ma part, ces transformations de paradigme, en fait, elles se font vraiment avec ce temps cyclique, avec de la sagesse, avec une humilité profonde. En fait, il s'agit d'apprendre à reconnaître, à accepter, à accueillir, à guérir, à pardonner, à pacifier, à transformer les souffrances et les ignorances, en fait, de soi, qui se sont engendrées par cette éducation de ces différents paradigmes dont j'évoquais avant. Donc, accompagner l'individu à faire des deuils, mais ça à son rythme, avec la confrontation de l'impermanence, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'avant. Ça, les gens qui font un burn-out ou qui ont des maladies graves le savent. Eh bien, ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle, c'est que l'éco-psychologie accompagne les personnes, sur le plan individuel et collectif, à aller vers une transition et dans une prise de conscience qu'effectivement, il n'y aura plus de comme avant. Et ça, c'est pas facile. L'éco-psychologie, c'est donc se réaligner. En tout cas, pour ma part, c'est ça qui s'est passé. Ça a été réanimé, régénéré, relié, réensauvagé, en fait, avec le vivant à l'intérieur de soi pour retrouver sa voix et sa voie d'action aussi avec le vivant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pourrais en parler pendant des heures de l'éco-psychologie, mais je voulais le parler de cette manière parce que je suis avant tout une femme comme vous, qui est pétrie dans la glaise de l'ancien monde, formée par les mains occidentales au paradigme puissant et ancré. Et je suis en cours de transformation, encore et toujours, en essayant d'être de plus en plus consciente de ces points de bascule qui sont tous différents pour tous les êtres humains, à des moments différents de leur vie, avec des forces en jeu différentes dans leur vie. Et en fait, la pratique de l'éco-psychologie répond pour moi à un besoin pressant et de dépasser aussi mon petit moi et un besoin pressant de tout mon être finalement à me réaligner dans ma spiritualité, dans mes intelligences, dans mon cœur, dans mon corps, par des liens vrais, par des liens aimants avec le vivant. Et du coup, je souhaite très fortement, et en tout cas je l'espère, que l'éco-psychologie est aussi une occasion pour les individus qui y rentrent de trouver leur voie. L'idée, c'est un peu de permettre, comme dans une forêt, que chacun puisse planter son arbre intérieur et que chacun, en ayant sa place, va former cette forêt de transformation sociale et individuelle en se reliant par ce mycélium qui nous agisse tous en fait, qui est du prendre soin, qui est celui de la guérison, qui est celui de l'amour, qui est celui du lien. Voilà. Et j'espère que cette éco-psychologie, comme je l'appelle, cette roue médecine de l'éco-psychologie va pouvoir prendre sens pour certaines personnes qui peut-être sont amenées à se transformer. Merci pour votre écoute et puis peut-être à bientôt pour d'autres vidéos.